Je vais appeler quelqu'un qui a marqué l'histoire de Tech for Climate. On a aussi marqué un peu son histoire, je crois, et il a aussi marqué l'histoire de Constellation, puisque depuis Tech for Climate, il est intervenu plusieurs fois chez nous, notamment pour nous aider à travailler sur notre raison d'être. Je vais appeler sur scène Maxime Londeau. Maxime, bienvenue. Alors toi, tu fais partie, même si tu fais jeune, t'es pas dans les moins de 30. Hein. Non. Hein. Mais bon, tu pourrais. Oui. Tu pourrais. Moi non plus, je suis pas dans les moins de 30. Je me rapproche dangereusement des 40. Maxime, enseignant à Sciences Po Paris, aux Mines. Il explore les enjeux de la transition écologique à travers l'anthropologie, la géographie et ses conférences et ses publications nombreuses sur les réseaux sociaux. Je crois que tu es arrivé 8e, c'est ça? 8e sur LinkedIn, ça? 8e contributeur français? Oui, sur un classement. Ouais, c'est nul. Ok. Non, je vous invite, si vous ne connaissez pas, à suivre ces posts. Voilà, chaque jour, ça vous fait une petite lecture régénérative. Maxime, la parole est à toi. C'est un honneur de t'avoir avec nous et de t'offrir cette conclusion pour nous aider un peu à rêver et aussi à changer notre vision du monde. Merci Maxime. Merci Olivier, merci à tous. Bien, je vais laisser un petit peu les dernières personnes rentrer un petit dans la salle. Je vais tester la petite machine. Et puis je vais commencer ma conférence. On a 35-40 minutes devant nous. Je vais essayer d'être synthétique. Vous avez passé une journée qui, j'imagine, intense, stimulante, inspirante, fatigante aussi. Alors je vais essayer de vous permettre de prendre un peu de hauteur pour conclure et en même temps de vous faire passer un message essentiel qui est celui que je porte au contact des entreprises que j'accompagne, au contact des administrations publiques avec lesquelles j'ai la chance de travailler aussi depuis 1 an ou 2. Mon sujet, c'est la relation entre territoire et technologie. Et là, pendant 40 minutes, je vais vous parler de la vision du monde. Si vous êtes ici, si vous êtes à Tech for Climate, c'est sans doute parce que vous avez envie de provoquer, de stimuler, d'accompagner aussi, puisqu'il a sans doute déjà commencé, un changement de paradigme. Le mot paradigme, certains d'entre vous le connaissent sans doute, c'est un mot qu'on utilise à tort et à travers. Changer de paradigme, un changement de paradigme. C'est un mot qui signifie quelque chose de très précis. Un paradigme, c'est une vision cohérente du monde. C'est une conception du monde dans lequel on vit. C'est un terme qui a été inventé au XXe siècle par quelqu'un qui a étudié les grandes révolutions scientifiques. Il y a eu un certain nombre, je ne vais pas élaborer, mais un certain nombre de grandes révolutions scientifiques qui ont totalement changé notre vision du monde. Galilée, Einstein, etc. Et donc Thomas Kuhn, qui a écrit les grandes révolutions scientifiques, a inventé ce terme de paradigme, en particulier des paradigmes scientifiques, pour parler d'un changement profond et cohérent de vision du monde. Alors depuis, on l'utilise un petit peu dans tous les sens. Vision du monde, ça dépend de ta vision du monde, tout dépend de ta conception du monde, de ta philosophie, etc. Moi, je vais vous parler maintenant de la vision du monde au sens littéral du terme. Comment voyons-nous le monde individuellement? Comment voyons-nous le monde quand on est une entreprise? Qu'est-ce que ça veut dire voir le monde? Qu'est-ce que ça veut dire la vision du monde? Si on veut propulser un changement de paradigme, c'est sans doute la raison pour laquelle vous êtes là ici, eh bien, il faut sans doute réfléchir à notre vision du monde. Je vais rebondir sur une phrase qui a été dite ce matin lors de la conférence de Côme Gierschig, que j'adore. Côme, je parle de la citation, bien sûr. Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, nous le voyons tel que nous sommes. Donc c'est sans doute la raison pour laquelle j'ai décidé de faire de l'anthropologie, parce que je voulais justement comprendre ce que nous sommes. L'anthropologie, c'est la science qui étudie l'humanité, qui s'étudie elle-même quelque part, qui étudie le phénomène humain. Et pourquoi? Parce que je vois bien que notre vision du monde est collectivement en train de changer. Donc comprendre la façon dont nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes en train de changer, va sans doute influencer la façon dont on va orienter notre vision du monde.
Donc je travaille sur la notion de territoire, de technologie et d'imaginaire. Pourquoi? Parce que sans doute la vision du monde que l'on développe, elle est assez proche de la vision du territoire que l'on va développer, choisir, et ça passe notamment par une question de perception. Comment perçoit-on le territoire quand on est un individu, quand on est une entreprise? Ça, c'est des éléments sur lesquels je vais revenir pendant cette présentation. Première question, après avoir vu tout ce qu'on a vu sur le carbone, sur les moyens de sensibiliser, il y a eu des ateliers sur la façon de générer des écosystèmes, d'aller créer des effets de systèmes pour aller déclencher, accélérer le changement. Moi, je vais vous proposer en quelques minutes de réfléchir aux racines profondes. À l'origine, c'était quoi le problème? Qu'est-ce qui a généré tous ces dérèglements dont on parle aujourd'hui et qu'on essaye de corriger? J'ai une théorie, ce n'est pas une vérité absolue, c'est une façon de voir le sujet. Je m'inspire notamment de ce qui s'appelle l'anthropologie technique, en particulier la paléoanthropologie technique, c'est-à-dire l'étude de la façon dont on a développé nos technologies, nos systèmes techniques, depuis des milliers d'années, depuis la préhistoire en fait. Je m'inspire aussi de personnages comme Jack Goody, un anthropologue britannique, ou Gregory Bateson, anthropologue américain également, qui tous deux ont démontré par leur travail qu'un certain type de technologies qu'on appelle les technologies cognitives, ce sont les technologies qui manipulent de l'information, les technologies qui nous permettent de communiquer, en gros, les NTIC, le numérique, un secteur pour lequel un certain nombre d'entre vous travaillent, joue un rôle majeur, si ce n'est essentiel, dans le développement de notre vision du monde. Et donc ça a été l'objet de ma conférence de l'année dernière. Je vais passer très très vite, je rappelle en quelques mots, et si vous voulez creuser sur cet aspect-là, vous pourrez vous référer à la conférence d'introduction de l'année dernière sur les révolutions cognitives qui ont été provoquées par l'invention de l'écriture, par l'invention du langage, par l'invention de l'alphabet et par le numérique aujourd'hui. Il y a eu une grande révolution qui s'est produite, qui a totalement bouleversé notre vision du monde, ce qu'on appelle la cosmologie en sciences humaines, c'est-à-dire vraiment la représentation qu'on se fait de l'univers. C'est la révolution néolithique. Avant, on était chasseurs-cueilleurs, on avait une vision du monde quasi infinie, qu'on pouvait exploiter comme une ressource infinie, une corne d'abondance dans laquelle on pouvait croquer. Puis ensuite, il y a eu un changement très profond qui s'est produit. On sait exactement où. Ça n'a pas été un événement unique, ça a été un événement qui s'est étalé sur plusieurs milliers d'années, mais il y a eu un gros centre de gravité de la transformation en Turquie, ça s'appelle Göbekli Tepe, c'est le plus vieux temple de l'histoire de l'humanité, et on a démontré qu'à ce moment-là, les premiers êtres humains ont fait des expérimentations sur des céréales sauvages, et ils ont commencé à se poser, et on a compris que la sédentarisation, le développement de la révolution agricole et les premiers temples religieux se sont construits plus ou moins en même temps. Et là, il y a eu une révolution cosmologique totale, on a totalement changé en tant que sapiens notre vision du monde. Tout à coup, le monde est devenu quelque chose de très différent. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans le mythe d'Adam et Ève, qu'on va retrouver, vous vous souvenez, le mythe d'Adam et Ève, à la fin, si vous voulez, après avoir croqué dans la pomme de la connaissance, eh bien vous avez la révolution agricole et l'humain est condamné à exploiter la terre avec une charrue, etc. Donc tout ça est lié. La vision du monde est liée au développement de nos technologies, est liée au développement du rapport cosmologique à notre planète. Je passe très vite, ça c'est ce que j'ai présenté l'année dernière. Le numérique joue un rôle majeur dans la vision du monde. Et ça entraîne de nouveaux systèmes de croyances, ça entraîne de nouveaux imaginaires, ça entraîne des crises cosmologiques. Donc on est en train aujourd'hui de traverser une crise cosmologique, une crise de la représentation du monde, au niveau individuel, dans les médias, et aussi au niveau collectif. Nos organisations, comment se représentent-elles le monde? Pourquoi faut-il aujourd'hui accompagner ce changement cosmologique, ce changement de vision du monde? Évidemment parce que nous sommes entrés dans une phase qu'on appelle l'anthropocène. C'est un terme qui est peut-être familier à certains. C'est l'idée que l'empreinte humaine sur le système Terre devient telle qu'on peut parler d'une ère géologique à l'échelle de la vie de notre planète depuis sa naissance il y a 4 milliards d'années. Donc là, on a un problème cosmologique qui est lié au fait que nous avons une empreinte, un poids trop important sur notre planète. C'est ça qui génère les questions de climat sur lesquelles je vais parvenir, cette prise de conscience progressive qu'on est en train de vivre, nos générations. C'est tout à fait nouveau. Et puis d'autres qui ne sont pas encore parvenus, une prise de conscience. Puis il y a la question du climat, il y a la question du carbone, mais il y en a d'autres.
Par exemple, une qui m'intéresse, c'est le rapport à la matière qui nous entoure, notamment à l'artificialité de la matière. Il a été démontré que entre 1990 et 2020, la quantité de matière artificielle qui nous entoure, donc dans l'espace vécu, dans le monde, dans notre environnement direct, la quantité de matière artificielle en 2020, pour la première fois, a dépassé l'ensemble de la biomasse sur Terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ciment, le béton, les briques, tout ce que l'on construit, que l'on produit, que l'on transforme et que l'on place autour de nous de façon artificielle a déplacé l'ensemble du vivant sur la planète Terre. Et les tendances sont à un triplement dans les 10 prochaines années, dans les 20 prochaines années. Donc là, c'est aussi quelque chose, on n'est pas du tout conscient, on n'a pas du tout cette vision du fait qu'on est en train d'artificialiser totalement le monde dans lequel on vit, l'espace dans lequel on se trouve. C'est un changement qui va venir, j'en suis persuadé. Dans les 10-20 prochaines années, on va prendre conscience de notre rapport à la matière. La biodiversité fait son chemin. On n'est pas encore... Aujourd'hui, les entreprises et les organisations ont du mal à comptabiliser. La question du carbone commence à être numérisée, à être comptabilisée. La question de la biodiversité, c'est plus complexe. Ça commence tout juste, mais ça fait partie des prises de conscience et des mécaniques de représentation du monde. Et c'est quelque chose qui vient de loin. Moi, je pense que ça vient notamment de personnages comme Sir Francis Bacon, qui, pendant la Renaissance, déclarait « La nature est une femme publique, nous devons la mater, pénétrer ses secrets, l'enchaîner selon nos désirs. » On a une représentation du monde où la nature qui nous entoure, il s'agit de la dominer, coûte que coûte. Il s'agit d'en prendre possession. Il s'agit de l'enchaîner à nos désirs. Donc là, on est sur une vision cosmologique. Nous, êtres humains, nous, entreprises, qu'est-ce qu'on veut faire avec le monde qui nous entoure ? Plus récemment, en France, un économiste va dire les richesses naturelles sont inépuisables, la preuve, nous ne les obtiendrons pas, sinon nous ne les obtiendrions pas gratuitement. Donc, ce que je veux dire, c'est que les dérèglements écologiques, au fil des siècles qui viennent de s'écouler, viennent de problèmes de vision du monde, au sens littéral, et notamment de problèmes attentionnels, c'est-à-dire l'attention qu'on va prêter à certains éléments du monde qui nous entoure. Donc pour moi, c'est là les racines profondes du dérèglement écologique. Et c'est ce qui nous mène aujourd'hui à une situation où là, vous avez les taux de pesticides en France. On n'a absolument pas conscience du fait qu'aujourd'hui, une partie de nos sols sont contaminés pour des milliers, voire des dizaines de milliers d'années. Parce qu'on n'a pas du tout fait attention à ça dans nos mécaniques industrielles ou dans nos mécaniques organisationnelles. On n'a pas prêté attention à ces éléments du territoire qui nous entoure. C'est pour ça que j'ai commencé à me poser la question de la représentation du territoire. Comment est-ce qu'on se le représente ? Le territoire, c'est un espace, ça peut être une commune, ça peut être un espace local, ça peut être la planète Terre, ça peut être le monde entier, ça peut être un continent. Comment on se le représente ? Eh bien justement, toutes ces révolutions techno-cognitives dont j'ai parlé, invention du langage, invention de l'écriture, invention de l'alphabet, invention de l'imprimerie, le numérique, s'accompagnent de révolutions cosmographiques. Ça veut dire qu'elles s'accompagnent de révolutions dans la manière qu'on a de représenter le monde. La géographie, si vous voulez, sauf que pendant des millénaires, ça s'est appelé la cosmographie. Comment on écrit l'univers, comment on le représente et on communique aux générations qui viennent, à nos enfants. Voilà, le monde, il ressemble à ça. Regarde à quoi il ressemble, je vais te le dessiner, je vais te l'écrire, je vais te le transmettre. Ça, c'est la cosmographie. Donc du coup, je me suis dit peut-être qu'il y a des carences, il y a des problèmes dans notre façon de nous représenter le monde, dans la façon de l'écrire, en fait. Et ça s'appelle la cosmologie. On parle aussi de cosmovision en anthropologie, c'est-à-dire la façon dont on se représente le monde dans lequel on vit. Pour moi, il y a eu un énorme changement qui fait qu'aujourd'hui, on est en train, qu'on le veuille ou non, de vivre une transformation cosmologique majeure, au-delà de l'apparition du numérique, qui est une technologie cognitive d'une telle puissance qu'elle provoque, comme l'écriture, l'alphabet ou l'imprimerie, des modifications cosmologiques très profondes, c'est-à-dire des modifications de notre vision du monde. Mais il y a aussi quelque chose qui s'est produit au XXe siècle, c'est que pour la première fois, on a achevé la mondialisation géographique. Pour la première fois, on a achevé la représentation de la planète. En 1911, un groupe de Norvégiens atteint le pôle Sud. Ça y est, c'est le dernier continent qu'on a atteint, et donc on va pouvoir commencer à le cartographier, on va pouvoir se le représenter. Et en fait, là, il s'est passé quelque chose d'extrêmement fort, parce que pour la première fois, on s'est retrouvé avec un monde qui était dessiné intégralement. Le monde dans lequel on vit, nous, humains, devient fini. C'est quelque chose qui a été très très bien raconté par Paul Valéry en 1930 dans son livre qui s'appelle « Regard sur le monde actuel ». Vous voyez, on est toujours sur les questions de vision du monde. Et qui déclare « Le temps du monde fini commence ».
Il ne dit pas que c'est la fin du monde. Il dit qu'il va falloir que nous changions notre vision du monde pour commencer à se le représenter comme un espace fini, avec des limites. On a cartographié toute la Terre. Je vous invite à lire ce petit texte magnifique, plus un roc, plus un îlot sur la carte du monde sur lequel nous n'avons pas planté un drapeau. Et donc ça nous entraîne vers l'idée que dans la représentation qu'on se fait du monde, eh bien, il y a sans doute un pouvoir cosmologique qu'il s'agit d'utiliser. À la fois à l'échelle planétaire, la mondialisation, la représentation des enjeux globaux comme le climat, mais aussi au niveau local, la représentation des territoires au sens du proche, de l'endroit où nous vivons au quotidien. Comment est-ce qu'on la transforme, cette vision du territoire? Parce qu'on vient de démontrer qu'il est utile de l'accompagner et que certaines technologies, dont celles peut-être que vous manipulez au quotidien en tant qu'entreprise ou en tant que salarié, jouent un rôle sur notre vision du monde. Alors comment est-ce qu'on la transforme? Sans doute en transformant notre définition du territoire. Quand je parle du territoire, je réalise qu'on a tous notre définition du mot territoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, tout à l'heure, j'en parlais du territoire, on me disait « Ah oui, tu vas parler de politique ». Non, pas spécialement. Non, je parlais de territoire, ah oui, tu vas parler des territoires, il y a la ville et puis il y a les territoires, par exemple. En fait, la définition du territoire, elle est polysémique, on peut en mettre un petit peu ce qu'on veut dedans, dans ce terme, on peut mettre ce qu'on veut, et ça en dit long sur justement la représentation qu'on s'en fait. Au sens de géographie sociale, c'est-à-dire en sciences humaines, le territoire c'est quelque chose de très clair, de très défini. C'est un espace délimité, approprié, soit par un individu, soit par un groupe humain, soit par un animal, soit par un végétal, en tout cas par un être vivant qui s'approprie un territoire et qui va créer des liens d'attachement, des interactions avec ce territoire. Ça c'est la définition. Puis on a aussi 3 manières de s'en rappeler. C'est une surface, une aire, avec des propriétés. C'est une domination qui s'exerce sur elle, qui peut prendre différentes formes. Et c'est des limites, la manifestation de frontières ou par exemple une quantité de ressources qui va être limitée. Ça, c'est un territoire. Et du coup, ce qui s'est produit au XXe siècle, c'est qu'il y a eu un alignement entre la notion de territoire et le monde. Pour la première fois, le territoire de l'humanité, c'est le monde entier. Et donc, il se produit quelque chose qui est positif, notamment, c'est la prise de conscience des enjeux climatiques. Parce que du coup, on se retrouve à avoir une autre conscience de notre planète. Et puis, on a tout un tas de phénomènes qui se produisent aussi, qui modifient notre relation au territoire immédiat. Google Maps, j'ai tout un travail avec les étudiants, avec certains étudiants, sur l'effet que va produire Google Maps dans notre relation au territoire quotidien. Qu'est-ce que ça change? L'histoire du développement de cette société, Google Maps, c'est passionnant, parce que ça a un impact aujourd'hui sur des milliards d'utilisateurs. Ça nous donne une vision du territoire qui est transactionnelle. On va pouvoir aller identifier tel restaurant avec telle note, optimiser nos trajets, etc. En fait, ce n'est pas neutre du tout. Ça développe une certaine vision du monde et il s'agit de comprendre ce qui s'y produit. Instagram, dans le monde du tourisme, l'image, le développement de la relation à l'image et de la consommation d'un certain nombre de paysages ou de certain nombre de vues de territoire, ça change aussi, depuis une dizaine, une vingtaine d'années, la vision que l'on développe du monde. Et il s'agit de se poser la question, qu'est-ce que ça fait à notre conscience du territoire? Depuis une cinquantaine d'années maintenant, on a vu naître les documentaires nature, notamment la BBC, qui a été pionnier dans la production de médias qui va justement s'attacher à orienter notre attention vers des phénomènes naturels ou des êtres vivants qui nous entourent. Yann Arthus Bertrand a joué un rôle aussi en esthétisant d'une certaine manière l'effet de surplomb qu'on peut avoir avec des vues aériennes de nos territoires. En France, ça a joué un rôle dans le changement de paradigme. Ça reste esthétique, peut-être pour certains superficiel, je crois que ça ne l'est pas, puisqu'on est en train de travailler justement la façon dont on se représente le territoire. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu, dans le cadre de la guerre en Ukraine, dans le cadre du traitement médiatique des conflits aujourd'hui, vous avez de plus en plus d'appels à des images satellites. Ça devient une façon de représenter le territoire qui est nouvelle. Vous avez Starlink qui envoie énormément d'outils, de systèmes d'information géographique tout autour de dans notre orbite. Et donc vous allez avoir demain de plus en plus de représentations satellitaires du monde dans lequel on vit. Tout ça, ça n'est pas du tout neutre et ça nous pose une question qui est celle de l'attention que l'on veut prêter au territoire. Donc, tout à l'heure, on a évoqué la notion d'écologie de l'attention qui m'est chère. Ce que j'ai démontré dans les différents contenus que j'ai pu diffuser et écrire, c'est que
le numérique, mais les technologies en général, jouent un rôle dans l'orientation de notre attention. Donc quand on choisit une technologie, si on choisit la technologie A ou la technologie B, on pourrait, on ne le fait pas trop, on pourrait se poser la question de ce que ça fait à notre attention, et notamment de ce que ça fait à l'attention que l'on porte au territoire. Parce que si aujourd'hui un des plus gros problèmes vitaux, c'est celui de notre relation avec le monde qui nous entoure, il faut se poser la question de l'attention qu'on lui porte. Et les technologies, notamment numériques, médiatiques, cognitives, pas que, le transport aussi, l'habitat, jouent un rôle dans l'attention que l'on prête au monde. Quels sont les moyens d'augmenter notre conscience du territoire? Il en existe d'autres, il n'y a pas que la question technique. Il y a d'autres moyens d'augmenter notre conscience du monde qui nous entoure. D'abord, la sensorialité. La première manière de percevoir le monde, percevoir le territoire, ce sont nos sens, depuis très longtemps. Or, aujourd'hui, les systèmes techniques modulent, altèrent notre perception du territoire de façon à ce que nos sens soient de moins en moins aiguisés dans notre relation au monde. Augmenter notre sensorialité, il y a plein de moyens de le faire. Je vous invite à explorer celui que vous préférez. Ils se valent d'une certaine manière, et puis chacun a sa sensibilité, justement. Mais même dans le monde de l'entreprise, on pourrait, et c'est déjà le cas, moi je vois depuis 10 ans monter les sujets yoga, les sujets méditation, et c'est pas neutre du tout, c'est parce qu'on a besoin, nous, de nous réactiver nos sens. Pourquoi? Pour aller percevoir des informations dont on est coupé désormais dans le territoire dans lequel on se trouve. L'exploration des territoires, c'est crucial aussi. Certains anthropologues géographes de renom disent que le meilleur moyen de résoudre la crise écologique, c'est de marcher. Pourquoi? Parce que sans doute, en allant explorer un territoire, en allant réaliser la richesse et l'infinie diversité d'un mètre carré dans lequel on se trouve, même dans une ville, on regarde et on voit le monde différemment. Les imaginaires, les récits sont évidemment des leviers extraordinairement puissants pour comprendre la réalité de nos territoires. Et on peut les stimuler de différentes manières, au travers de la fiction, au travers des arts et de la culture. Ça a été dit tout à l'heure par Lou Velgren, et je partage totalement cette idée selon laquelle, pour résoudre la crise écologique, il faut aussi résoudre la question des récits et de l'imaginaire. Et puis il y a aussi les questions techniques, purement et simplement. La science aujourd'hui s'appuie sur le développement d'un certain nombre de techniques qui nous permettent de connaître notre environnement de façon extraordinairement précise, pointue. On collecte des données qu'on n'a jamais été capable de collecter. J'ai eu l'occasion cette année de travailler avec l'IGN et l'École nationale des sciences géographiques sur la façon dont on peut orienter la géomatique. La géomatique, si vous voulez, c'est les mathématiques de la géographie. Quelles données on va aller capter dans l'environnement qui nous entoure, dans le territoire qu'on décide d'étudier. Aujourd'hui, on a la capacité à aller traiter une quantité extraordinaire d'informations, lesquelles on traite. Pourquoi? Quelle attention on va accorder à ces territoires-là? Et puis il y a les questions de transport, parce qu'évidemment, quand vous choisissez, les questions techniques en général, quand vous choisissez certains types de transport, au-delà de la dimension comptable de la consommation d'énergie ou des émissions de carbone, vous avez la dimension cosmologique, c'est-à-dire la façon dont l'usage de ces technologies change notre vision du monde. Et c'est ça qui m'intéresse, moi. J'ai lancé une coopérative qui s'appelle Sailcop, qui est une coopérative de voyage en voilier, avec un navigateur et un autre comparse. Et en fait, j'ai réalisé que quand on va en Corse en voilier, ça prend une 12aine d'heures, la perception que l'on va développer du territoire sur lequel on se trouve n'est pas la même. Et là, c'est quoi l'enjeu? C'est pas tant un enjeu CO2, c'est pas tant un enjeu énergie, c'est un enjeu cosmologique. On se retrouve avec une vision du territoire qui n'est plus du tout la même. On a un attachement, on a une dimension affective aussi, un rapport à la distance, un rapport au temps et à l'espace qui change. Et donc là, ça veut bien dire que faire des choix technologiques, c'est pas du tout neutre sur le plan cosmologique, donc sur le plan, si vous voulez, spirituel, ou de la définition qu'on se fait de l'espace et du temps. Donc aujourd'hui, et c'est le cas peut-être d'un certain nombre d'entre vous, quand on manipule des données, quand on manipule de l'information, on pourrait se poser la question de la façon dont on les oriente pour aller augmenter ou non, pour aller se couper ou non des réalités de nos territoires. Territoires au sens de l'environnement, de la nature, vous avez peut-être vos termes préférés, mais l'idée c'est de parler de notre espace vécu. Donc récapitulatif, on perçoit le territoire par les sens, par les voyages, par les récits, par les informations qu'on y trouve, les données, les savoirs, les connaissances, par les systèmes techniques eux-mêmes qui orientent, qui dirigent notre attention.
Donc avec un niveau d'immédiateté ou de médiation, si vous voulez, qui varie. Et ce qui est intéressant dans ce que j'ai fait, c'est que, enfin dans ce que j'ai découvert au fil de c'est que eh bien, la carte et la cartographie rassemblent tous ces éléments-là. Vous allez avoir de la donnée, vous allez avoir un traitement de données géographiques, vous allez avoir de l'expression au travers d'une forme d'art, hein, certaines cartes sont des œuvres d'art, vous allez avoir un récit qui est fait, vous allez avoir une certaine vision du monde. C'est un discours qui est complexe, une carte, vous avez plein d'informations qui se recoupent et qui sont présentées en une seule image. Vous allez avoir une représentation de la spatialité, c'est à ça que ça sert la carte, qui va vous permettre très rapidement d'avoir une vision globale et puis ensuite de vous permettre d'aller plonger en profondeur dans certaines notions qui vont vous intéresser exactement comme un territoire. Elle est immédiate, elle est polyvalente. En gros, c'est un mode attentionnel, c'est un langage qui nous permet de dire des choses sur le territoire. C'est pour ça que moi, sur les réseaux sociaux, Olivier en parlait, je me suis mis il y a 1 an à partager des cartes, des représentations du territoire et me dire est-ce que c'est un langage qui peut me permettre d'aller pointer l'attention des badauds sur les réseaux sociaux qui passent et qui voient une de mes cartes et qui est peut-être intrigué et puis qui commence à regarder et à percevoir le territoire de façon différente, à aller capter des informations, des récits, des imaginaires différentes et en fait à changer sa vision du monde. Donc, une de mes thèses, c'est que la carte peut changer le monde. Les cartes que l'on se fait du monde, c'est-à-dire techniquement la vision du monde que l'on développe, peuvent nous aider à regarder différemment le monde. Donc aujourd'hui, si on essaie de résoudre les questions climatiques, les questions écologiques, la carte peut nous y aider. Ça a l'air bizarrement simple. Mais en réalité, quand je rentre dans les entreprises et que je dis « alors quelle relation vous avez avec le territoire ? Quel est votre territoire ?» Alors, en fait, nous, c'est compliqué, parce qu'en fait, on a un siège, on a une filiale, on n'a pas vraiment de territoire, en fait. Alors, parfois, c'est le cas. Si, nous, on a un ancrage territorial très fort. D'ailleurs, c'est dans notre culture d'entreprise, on a un fort ancrage territorial. Ok, comment est-ce que vous le représentez, le territoire ? Quelles sont les données sur le territoire que vous... Et en fait, en réalité, les cartes utilisent beaucoup moins de cartes. Les entreprises utilisent beaucoup moins de cartes qu'il y a des décennies. De moins en moins, en fait, elles se représentent le territoire sur lequel elles agissent, au niveau local ou au niveau mondial. Alors, ce n'est pas le cas de toutes. Vous allez avoir, par exemple, des entreprises de construction qui, justement, ont des techniques de représentation d'informations géographiques qui sont pointues. Je ne sais pas, moi, Total, qui va faire de l'extraction, a des très, très belles cartes et des outils d'information, de données géographiques très puissantes. Mais 99% des entreprises, notamment de services, se sont déconnectés d'une certaine manière des réalités de notre territoire. Donc du coup, pour moi, élever notre conscience de l'espace et élever notre conscience du temps, qui est justement l'enjeu cosmologique dont je parle depuis le début, peut passer par les cartes. Là, par exemple, vous avez une carte qui représente l'ensemble des communes en France. Donc un territoire, c'est aussi ça va être une représentation, un territoire administratif. Mais un territoire, ça peut être aussi un terroir. Et là, on parle de quelque chose de totalement différent. On a une représentation d'un territoire qui n'a plus rien à voir. On parle de réalité naturelle, on parle d'identité, on parle de récits, de légendes, on parle de ressources agricoles. Ça peut être aussi la représentation des autres formes non humaines sur nos territoires. J'ai une carte qui montre la présence des loups. Voilà, ça c'est la présence des loups régulière en 2020, où on réalise que en fait, les loups vivent parmi nous. D'une certaine manière. Et ils viennent dans certains endroits qui sont plus ou moins sauvages, mais nous en avons sur notre territoire en France. Ou alors on peut aller voir la profondeur géologique avec les roches volcaniques, la façon dont nos sous-sols sont construits. En fait, la carte est un langage extraordinairement puissant pour travailler notre représentation du monde. Au niveau ultra-local, comme un PLU, ou au niveau de l'univers. La première carte de l'univers a été proposée par l'université de Princeton. Donc là, on a le recul maximal. Ça, c'est la plus ancienne carte du monde, par exemple. 9e siècle avant Jésus-Christ, on a une représentation cosmologique où on voit les villes du Moyen-Orient, 9 villes du Moyen-Orient, et puis un océan autour. Et j'ai travaillé sur un travail... on m'a demandé de faire une galerie de 25 cartes qui retracent l'évolution de notre conscience de la réalité planétaire depuis 2-3 000 ans. Donc je vais passer vite, mais j'ai fait tout ce travail-là. Et ce que je réalise en faisant ce travail, c'est à quel point, à chaque étape, on a des carences attentionnelles majeures. Ce qui veut donc dire qu'aujourd'hui, on a encore des carences attentionnelles majeures. On ne se représente pas du tout le monde tel qu'il est.
On a énormément de choses auxquelles on ne fait pas attention. Changer notre vision du monde, c'est donc faire attention à de nouvelles choses, à de nouveaux aspects, à de nouvelles données, nouvelles informations, nouvelles relations, nouvelles interactions dans le territoire dans lequel on se trouve. Puis aujourd'hui, vous êtes au courant qu'il y a un phénomène qui s'appelle les platistes. C'est pas pour rien. Pour moi, c'est un symptôme du fait qu'on est sur une révolution cosmologique profonde. On a des groupes, plusieurs milliers de personnes en région parisienne. On estime qu'il y a à peu près 10 000 personnes qui se réunissent aujourd'hui et qui se font la démonstration conjointement du fait que notre Terre, notre Terre est plate. Hein, tout simplement, comme c'était le débat avait eu lieu à l'époque de Galilée, il a de nouveau lieu aujourd'hui. Paradoxalement, moi je trouve que c'est une excellente nouvelle. Non pas parce que je suis d'accord avec eux, mais parce que c'est la preuve qu'il y a quelque chose de l'ordre du cosmologique qui est en train de se passer. On est en train de changer de façon extraordinairement profonde notre vision du monde. Comment voulons-nous nous le représenter, ce monde ? Et en fait, au niveau individuel, on peut faire cet exercice, mais ce qui me semble être extraordinairement puissant, c'est de le faire au niveau des entreprises, au niveau des organisations. Comment collectivement on décide de se représenter le monde ? Et là, c'est intéressant parce que ça nous donne une boussole pour faire des choix techniques, par exemple. Comment est-ce qu'on oriente nos systèmes techniques ? La cartographie, c'est politique. Ça peut être très radical, comme cet ouvrage qui a été primé l'année dernière, Cartographie radicale de Nephthys Vert. Ça peut être des outils d'information. J'ai partagé cette carte qui a fait grand bruit sur la représentation du monde chinoise. Les Chinois ont une représentation du monde officielle. Ça n'a rien à voir avec la nôtre. On a parlé de Mercator et de Kepler ce matin. La représentation du monde chinoise, elle est extraordinaire dans le sens où elle redonne de la force au sud. Elle présente 3 pôles, le pôle nord, l'Himalaya, le pôle sud. Elle coupe l'Amérique en 2. Elle donne une place aux océans qui n'a rien à voir avec la nôtre. En gros, on peut se représenter le monde différemment et ça compte au niveau géopolitique. Il y a aussi des enjeux culturels. Cette carte avait beaucoup fait parler d'elle, qui est une représentation de la Méditerranée. Mais tout simplement, on la change un petit peu de côté, on change l'orientation des noms de lieux, et puis tout à coup, on se retrouve sur la révélation de tous les rapports culturels, socioculturels, l'imaginaire qu'on se fait de la Méditerranée. Ça, c'est le monde vu par les poissons. Vous imaginez l'océan unique. Vous avez aussi ce qui s'appelle la géographie subjective. Moi, je le conseille à tout le monde. Peut-être si vous rentrez chez vous et que ce week-end, vous ne savez pas quoi faire, posez-vous la question, comment je vois le monde immédiat autour de moi ? Faites une petite carte. Dessinez, je ne sais pas moi, votre rue, votre maison, votre commune, votre département. Et vous allez voir que vous allez prêter attention à certains aspects du territoire et pas à d'autres. Et ça va, par effet miroir, vous révéler votre propre vision du territoire sur lequel vous vous trouvez. Ça, c'est quelque chose qui est extraordinairement intéressant à faire en entreprise. Notamment, on en parlait tout à l'heure, pour créer des liens dans les équipes, pour aller partager les différences dans nos visions du monde, parce que révéler nos différences, c'est justement un facteur de rapprochement souvent. Donc, la carte dans l'entreprise, ça a l'air de rien, mais pour moi, c'est un outil extraordinairement puissant, puisque ça peut réintégrer le territoire dans le modèle de l'entreprise qui a décidé, pour des raisons pas forcément conscientes d'ailleurs, de l'en extraire. Moi, je suis convaincu que la RSE, on m'a demandé, là, pas plus tard que tout à l'heure, je parlais d'une conférence que je vais donner sur la RSE d'avenir. Qu'est-ce que va être la RSE dans les prochaines décennies ? Je suis persuadé que la notion de responsabilité territoriale des entreprises va rentrer dans l'équation. C'est-à-dire qu'une entreprise, elle va avoir à rendre des comptes sur le territoire sur lequel elle se trouve, mais aussi elle va pouvoir contribuer à son développement, elle va pouvoir, c'est déjà le cas pour certains, toutes les entreprises ne le font pas, mais certaines le font. Donc la responsabilité territoriale des entreprises, le rapport de l'organisation au territoire sur lequel il se trouve, peut-être le siège social, peut-être, je ne sais pas comment ça se fera, mais c'est une de mes convictions. Et puis les cartes, ça soulève des passions. Moi, ce que je vois depuis que j'en partage, c'est qu'il y a des gens qui adorent les cartes. Ils ont un plaisir intellectuel à contempler des cartes, et ils me le disent, et je trouve ça fou. Donc ça veut dire aussi que c'est un facteur, pour moi, de stimulation, d'engagement peut-être aussi de salariés, d'aller créer des expériences très intéressantes et passionnées dans vos équipes. Alors récapitulatif, puis on va conclure. Les racines profondes du dérèglement écologique, pour moi, elles sont cosmologiques, c'est-à-dire qu'elles sont liées au système cognitif qui nous permet de nous représenter le monde. Pourquoi est-ce qu'il faut changer notre vision du monde aujourd'hui ? Parce qu'on est vraiment en train de l'abîmer. Je ne vais même pas m'appesantir sur le sujet, mais il faut changer notre vision du monde. Est-ce que notre vision du monde, finalement, elle ne serait pas liée
à la perception que l'on se fait du territoire. Ça a l'air de rien, mais est-ce qu'en fait, pour changer notre vision du monde, il ne fallait pas changer la façon dont on regarde le monde? C'est une évidence, mais certaines évidences méritent toujours d'être rappelées. Et puis enfin, est-ce que les cartes ne peuvent pas nous aider justement à changer cette perception du territoire? Conclusion. Si j'avais un message à vous faire passer ce soir, c'est qu'il est vital d'améliorer notre conscience du territoire, au niveau individuel, mais surtout au niveau collectif, c'est-à-dire au niveau des organisations qui, parce qu'elles sont abstraites, parce qu'elles ont une identité, une personnalité morale d'ordre abstrait, elles vont se détacher des réalités du territoire. Or, je crois que c'est précisément l'inverse qu'il faut qu'on fasse si on veut changer de paradigme. C'est déjà ce qu'on est en train de faire avec les comptabilités carbone, hein. Mais on peut le faire à un niveau encore plus puissant, encore plus vaste, aller intégrer des interactions plus profondes, et puis on peut y aller, parce qu'en fait, on n'aura jamais fini. Un territoire, 1 mètre carré de territoire a des interactions infinies. C'est-à-dire que la conscience du territoire, de notre point de vue être humain, elle sera toujours partielle, elle sera toujours incomplète. Donc en fait, pour moi, c'est une des voies qui peut nous mener vers un changement de paradigme. Regarder le territoire autrement, les questions de climat, les questions de transport, les questions de... Le numérique peut nous aider à capter tout un tas de données, mais il ne s'agit pas forcément d'en capter toujours plus, il s'agit de capter mieux. La question de comptabilité écologique, de comptabilité alternative, qu'est-ce qu'on compte exactement dans notre relation avec le monde? C'est des questions qu'il va falloir se poser. À la croisée entre plus de technologie, plus d'écologie, est-ce qu'il faut choisir entre un technologisme, un transhumanisme qui va nous emmener vers une toute-puissance technique, ou de l'autre côté, un retour à une humilité profonde où en fait on abandonne l'idée d'aller augmenter notre conscience du territoire? Je ne crois pas. Je crois qu'aucune de ces deux voies sont à souhaiter. Il s'agit au contraire de mettre notre puissance technique au service d'un équilibre. Comment? En changeant notre imaginaire, en réfléchissant à la notion de programmation. Programmer, c'est préécrire. On peut programmer un territoire dans l'aménagement du territoire. On peut programmer un outil logiciel. On peut aussi programmer un potager. Un jardin a une dimension programmatique dans son rapport au territoire, au petit morceau de territoire qui va. Donc la programmation n'est pas foncièrement mauvaise ou bonne, tout dépend de l'objectif qu'on cherche à atteindre. Et ça passe aussi bien sûr par un changement d'imaginaire profond. Le paradigme de la responsabilité dans lequel nous entrons en tant qu'humanité, à mon avis, vient du fait qu'on réalise qu'on a une capacité de nuisance qu'on ne soupçonnait pas dans un monde devenu fini. J'appelle ça rapidement le paradigme de la responsabilité. Ça passe par mettre notre puissance au service de l'équilibre. Ça passe aussi par régler des questions psychologiques d'ordre de relation avec l'avenir, de gestion de l'incertitude. Mon conseil, enfin en tout cas ce que j'essaie de véhiculer dans mes interventions, c'est d'essayer d'affronter au maximum l'avenir avec lucidité, regarder les problèmes en face, ne pas s'en détourner, même si ça fait mal, et en même temps véhiculer de la confiance. On a une plasticité, on a un génie humain qui peut nous donner la possibilité de résoudre ces problèmes immenses. Parce que sans doute, une des clés, c'est de continuer à croire en l'humanité. Moi, en tant qu'enseignant en anthropologie, j'ai ce prisme qui est que j'ai de l'affection pour l'humanité. C'est aujourd'hui quelque chose qu'il faut défendre, parce que vous allez avoir des tendances misanthropes de plus en plus. Au contraire, continuons à croire en l'humanité parce qu'on est vraiment capable de tout, y compris du meilleur. Merci à vous.